Ça fait à peu près 4 bovins par habitant. Autre secteur dans ce pays, autre secteur d'activité, l'agriculture, l'industrie agroalimentaire qui est essentiellement tournée vers l'exportation. Ensuite, il y a aussi des services financiers à Montevideo. Vous ne le savez peut-être pas, mais la capitale uruguayenne est devenue une place financière importante en Amérique latine. Et enfin, dernier secteur d'activité important dans le pays, c'est le tourisme qui se développe fortement actuellement. Alors parlons maintenant un peu de la population uruguayenne. De par ses héritages coloniaux, l'Uruguay est considéré comme un des pays les plus européens d'Amérique latine. Parmi la population, on compte en effet 88% de blancs, 8% de métis et 4% de noirs. Les Uruguayens sont de langue espagnole et de tradition catholique. Mais l'Uruguay est considéré comme le pays le plus laïque d'Amérique latine. Donc les Uruguayens, comme vous le voyez, ce sont des descendants des colons européens parce que la population indienne autochtone a été décimée pendant la colonisation. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir un peu sur l'histoire de l'Uruguay maintenant. La République orientale d'Uruguay est devenue indépendante en 1828. Et à ce moment-là, quand c'est devenu un État, on a vu les deux puissances voisines, l'Argentine et le Brésil, s'affronter pour avoir une influence dans ce pays. Ainsi, le Brésil a soutenu le premier président de l'Uruguay et l'Argentine a soutenu quant à elle le deuxième président du pays. Et ces deux premiers présidents ont fondé deux partis politiques différents ces deux partis se sont partagés la vie politique uruguayenne ensuite jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Alors ces deux partis, ce sont d'abord le Partido Colorado, c'est un parti à tendance libérale, et ensuite le Partido Blanco, qui s'appelle aujourd'hui Partido Nacional, et qui est quant à lui plutôt conservateur. En 1971, face à ces deux partis, on a vu émerger un front de gauche. Ce front, c'est une sorte de coalition qui regroupe à la fois des socialistes, des communistes, des radicaux de gauche, des démocrates chrétiens et aussi d'anciens Tupamaros. Alors, je vous donne, avant de vous expliquer ce que sont les Tupamaros, je vous donne le nom de ce front de gauche. Ce front s'appelle le Frente Amplio. Et donc il regroupe toutes ces catégories que je vous ai données, dont d'anciens Tupamaros. Alors les Tupamaros, ce sont les membres d'un mouvement de libération nationale. C'est une guérilla urbaine, marxiste, violente. Et donc à cette époque, cette guérilla se propageait dans le pays. Donc il y a eu des élections présidentielles en 1971. Et c'est le candidat du Partido Colorado qui a remporté les élections et qui donc est devenu président de l'Uruguay. Mais en 1973, face à la situation anarchique qui régnait dans le pays et surtout dans la capitale, le président laisse le pouvoir aux militaires et donc c'est le début de la dictature militaire en Uruguay, dictature qui va durer jusqu'en 1985. Alors je vous dis tout cela pour que vous puissiez comprendre à quel point, en 2004, la victoire du Frente Amplio et de son candidat a marqué vraiment un tournant majeur dans l'histoire du pays. Le candidat du Frente Amplio de l'époque, c'était Tabaré Vázquez, et il a remporté l'élection avec 52% des voix, et ainsi il est devenu le premier président de gauche de l'Uruguay, après donc 174 ans de bipartisme. Et à l'issue de son mandat, Tabaré Vázquez jouissait d'une grande popularité, d'une popularité record même, mais il faut savoir que la constitution uruguayenne n'autorise qu'un seul mandat présidentiel. Donc lors des élections suivantes, en 2009, c'est un autre membre du parti Frente Amplio qui s'est présenté aux élections, c'est José Mujica. Et José Mujica a remporté ces élections avec 53%
des suffrages. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de José Mujica et de sa présidence. Comme je le disais tout à l'heure, José Mujica, c'est une figure un peu singulière. Donc il faut savoir que c'est un ancien dirigeant des Tupamaros. Il a été enfermé pendant 13 ans sous la dictature militaire. Mujica jouit d'une grande popularité à l'étranger et en 2013, il a même été classé parmi les 100 intellectuels les plus influents au monde. Alors essayons de comprendre pourquoi. Regardons d'abord, par exemple, l'évolution du pourcentage de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans le pays. Ce pourcentage a été divisé par 3 entre 2006 et 2013. Donc c'est vraiment considérable. Il est passé de 32,5% en 2006 à 11,5% en 2013. Donc vous le voyez avec ces chiffres, les deux gouvernements successifs de ce parti de gauche, le Frente Amplio, sont parvenus à résorber la pauvreté, et ce de manière significative. Ils ont notamment pu le faire parce qu'ils ont été portés par une forte croissance économique. La croissance économique était de plus de 5% en moyenne pendant leur mandat. Mais tout de même, il faut souligner que le Frente Amplio a mené une bonne politique économique depuis son arrivée au pouvoir en 2005. Donc Mujica s'est inscrit dans la continuité de son prédécesseur en ce sens, mais il s'est distingué pour ses réformes, c'est surtout pour ses réformes sociales qu'il est connu, et ce sont ces réformes qui ont marqué les esprits vraiment à l'échelle internationale. Vous avez peut-être entendu parler de ces réformes. D'abord, le gouvernement uruguayen, sous sa mandature, a dépénalisé l'avortement en 2012. Ensuite, il a légalisé le mariage pour les couples homosexuels en 2013. Et tout cela dans la région la plus catholique du monde. Dans la région, il faut savoir qu'en plus de l'Uruguay, seuls 2 pays ont totalement dépénalisé l'avortement. Il s'agit de Guyana et de Cuba. Mais dans les autres pays de la région, l'avortement est totalement interdit, ou bien il est autorisé, mais seulement sous certaines conditions. Concernant les droits des couples de même sexe, l'Uruguay a vraiment été un des pays pionniers parce qu'il faut savoir que ce pays a ouvert les droits à l'adoption dès 2009. Ça veut dire avant même d'avoir légalisé le mariage homosexuel. Dans cette région, seuls l'Argentine et le Brésil ont également autorisé le mariage et l'adoption. Autre réforme qui est due à Mujica et dont vous avez peut-être entendu parler aussi, fin 2013, une loi a été votée qui encadre la production, la commercialisation et la distribution de cannabis. Ce qui veut dire concrètement que pour la première fois au monde, la production et la vente de cannabis se font sous l'autorité d'un État. Et cela, encore une fois, au sein d'un continent qui est marqué par la montée en puissance des narcotrafiquants. Vous le savez peut-être, au Mexique, il y a vraiment des régions entières où les narcotrafiquants ont infiltré la police. En Colombie, ils ont corrompu des pans entiers de la société. Et on constate qu'au Brésil et en Argentine, ils gagnent toujours plus de terrain. Donc c'est dans ce contexte que la législation uruguayenne est entrée en vigueur en 2014. Le but de cette législation, c'est de priver les narcotrafiquants d'une source importante de leurs revenus. Donc avec cette législation, Mujica expérimente une nouvelle politique face à l'échec flagrant de la lutte antidrogue à l'échelle internationale. Donc vous le voyez, l'Uruguay apparaît un peu comme un laboratoire social en Amérique latine. Mais cela dit, certains Uruguayens reprochent à Mujica d'avoir été trop vite et trop fort. Il faut savoir que la majorité de la population uruguayenne s'oppose aux lois sur le cannabis, par exemple.
Et de nombreux Uruguayens considèrent aussi qu'il reste de toute façon beaucoup à faire dans les domaines de l'éducation et de la sécurité, qui étaient pourtant deux piliers du programme de Mujica. En ce qui concerne l'éducation, il est vrai que l'Uruguay a reculé dans le classement PISA 2012 de l'OCDE. Et en ce qui concerne la sécurité, on constate également que le nombre d'homicides volontaires a fortement augmenté sous les mandats de Mujica et de son prédécesseur. En effet, le nombre d'homicides volontaires a atteint 300 en 2012, alors qu'il n'était que de 200 au début du mandat de Mujica et de son prédécesseur. En fait, l'Uruguay reste tout de même l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, mais avec ces chiffres, vous pouvez constater que l'insécurité est en forte hausse dans le pays. Malgré tous ces mécontentements, c'est le Frente Amplio qui a remporté à nouveau les élections présidentielles en 2014. Et donc c'est Tabaré Vázquez qui s'est présenté à nouveau et qui a remporté 57% des voix au deuxième tour. C'est le score le plus élevé depuis la fin de la dictature militaire en 1985. Donc c'est lui qui a pris ses fonctions le 1er mars 2015. Il est donc revenu au pouvoir 5 ans après la fin de son premier mandat. Et donc le mandat de Mujica est arrivé à son terme. Et nous allons voir maintenant avec ces lois, nous allons voir quels seront les résultats de ces réformes. C'est quelque chose d'intéressant de voir ce qui va se passer maintenant avec ces réformes sociales. Mais ces réformes amènent aussi, font ressurgir également un vieux débat en ce qui concerne l'Amérique latine, à savoir quelle gauche est possible en Amérique latine. Est-ce qu'il y aurait enfin une alternative à l'anti-américanisme radical, pour ne pas dire primaire, et au profond social-conservatisme latino-américain, c'est-à-dire lutte contre la pauvreté, pour l'éducation et redistribution par la fiscalité, mais tout cela au sein d'un modèle économique qui arrive à concilier économie de marché d'un côté et politique de régulation par l'État de l'autre. Alors pour conclure, vous aurez pu le déduire avec ce discours, Mujica avait moins Chavez comme modèle, le vénézuélien Chavez, que Lula, le brésilien. Je vous remercie de votre attention.